Bonjour tout le monde, bienvenue aux belles rencontres de Marie-Lou Brousseau. C'est une première sur ma nouvelle chaîne YouTube du même nom. Cette série d'émissions se veut en quelque sorte une extension de mon émission Au cœur de l'air qui est diffusée à Radio VM. Et je vais reprendre les rênes de cette émission-là à l'automne, évidemment, si la situation qui prévaut en ce moment a changé. La première question qui pourrait se poser, c'est pourquoi on ne me voit pas? Alors, j'ai vu ce genre d'entrevue en Europe et c'est pourquoi j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ça m'a beaucoup plu, alors qu'on focalise non pas sur l'animatrice ou l'animateur, mais sur la personne en entrevue. Et bien sûr, d'un certain côté, j'aspire à l'anonymat, mais bon, quand même un petit peu, là, le plus possible. Et j'ai aussi mon petit côté sauvage que bien des gens connaissent, particulièrement les gens de mon entourage. Alors, soyez pas inquiets, dans quelques secondes, vous aurez le visuel de l'entrevue avec mon invité. D'abord, je veux mentionner que cet été, j'aurai des invités de marque, des écrivains, des philosophes, des sociologues, pour n'en nommer que quelques-uns. Virginie Meiglé, Frédéric Lenoir, Nicole Bordelot, Thierry Johnson, Katia Canciani, Hélène Dorion et bien d'autres personnes inspirantes. Aujourd'hui, pour casser la glace de ce nouveau mode de communication pour moi, je ne pouvais surtout pas passer outre d'interviewer mon cher ami, mon cher complice, Patrice Cocro. Il est comédien, metteur en scène, auteur-conférencier. Bienvenue, mon cher Patrice Cocro. Merci, chère Marie-Lou. C'est un bonheur, une joie, un privilège de casser la glace à tes côtés. Surtout aujourd'hui, qu'il fait à peu près 42 degrés à l'ombre. C'est Alors, oui. une très bonne idée de casser la glace et de s'en mettre un peu peut-être sur le front. Là, je pense que ça va faire du bien. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Patrice, j'aimerais ça peut-être que tu nous résumes brièvement ton parcours professionnel. Alors, mon nom est Patrice Cocro. Je suis né à Québec le 8 avril 1961 d'une famille d'immigrants français qui sont venus de France par bateau. Moi, je suis né au Québec. J'ai la double citoyenneté. Rapidement, j'ai voulu devenir acteur, ce que je suis devenu. Ça fait maintenant 34 ans que je pratique ce métier-là, autant, surtout comme acteur, mais également j'ai fait de la mise en scène, j'ai écrit aussi, là, je donne des conférences. J'ai toujours travaillé, j'ai fait une foule de choses. Et depuis 2014, j'ai écrit un ouvrage relativement aux troubles anxieux dont j'ai souffert beaucoup, beaucoup. À partir de 1983, j'ai très, très mal réagi au THC sur un joint. Et ce qui fait que ma vie s'est fragmentée et je me suis appliqué toutes ces années-là à me reconstruire et j'ai un parcours un peu, comment dire, qui sort de la norme, hors norme, parce que je suis plutôt autodidacte dans cette démarche-là. Donc, j'ai un parcours non traditionnel. Et je suis parvenu à retrouver l'équilibre. Alors, je me suis affranchi de ces peurs limitatives-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas, je voyage librement, j'ai sauté en parachute, je prends l'ascenseur, je me suis affranchi de ces limites-là. Euh, et puis, quoi dire, j'ai 59 ans, ça va bien, je vis à la campagne depuis 3 ans, j'ai un conjoint. J'ai déjà eu des copines, mais j'ai un conjoint. Je suis marié aussi, c'est un choix libre. Et quoi dire, la vie va assez bien, mais je suis dans de grands questionnements et On va en parler, c'est sûr. on va y venir tout à l'heure, Tu sûrement. parlais d'anxiété, j'ai envie de faire un petit peu de pouce là-dessus parce que quand même, l'été dernier, tu as fait une grande marche pas à pas, que tu as effectuée de Longueuil à Rimouski, c'est quand même pas un petit voyage. Et comment t'es venue cette idée-là et pourquoi cet engagement-là? Donc, l'été dernier, autour du mois de mai, peut-être, spontanément, je suis chez moi, puis j'ai dit, ah, je vais marcher. Mm. Ayant souffert de troubles anxieux et comme je suis porte-parole de Phobie Zéro depuis 3-4 ans, c'est un organisme qui a des antennes un peu partout au Québec et qui offre de la documentation d'écoute téléphonique, il y a des groupes de discussion et tout ça. Donc, les gens connaissent cet aspect-là de ma vie et l'engagement euh, que, que, qui m'anime là-dedans. Et donc, j'ai eu cette idée de marche-là de Longueuil à Rimouski. Pourquoi? C'est très aléatoire, mais c'est parce que ça longeait la route 132, parcours de 570 km et où, grâce à toi, Marie-Lou, entre autres, pour ce qui est de l'hébergement, mais il était question d'être hébergé chez des gens à 90 que je ne connaissais pas pour pouvoir, via des petites capsules sonores ou visuelles, les interviewer, leur parler, les rencontrer
relativement aux troubles anxieux, aussi pour parler de vieillir, de la mort, donc des choses fondamentales de la vie. Et ça a été cette expérience-là d'un impact extraordinaire et d'une fluidité phénoménale. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que ça fonctionne. Donc, l'hébergement, la température était incroyable. Il y a plus de 2 heures en 6 semaines, je pense. Les gens étaient extraordinaires. Il n'y a eu aucun irritant et les médias étaient au rendez-vous. Donc, la couverture était incroyable. Et il y aura probablement, en tout cas, je ne peux pas l'annoncer officiellement, mais un deuxième volet à ça. Et donc, voilà. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on s'en est parlé un petit peu. J'avais envie de parler de ce qui se passe dans le monde, la pandémie mondiale, le coronavirus, bien sûr. Mais il y a un sujet d'actualité qui déborde en ce moment, celui concernant George Floyd, que tu as sûrement entendu parler, qui est décédé. Après, bon, il a été immobilisé au sol, un genou sur le cou par un policier du Minnesota. Et puis, de toute façon, il avait été arrêté seulement pour un délit vraiment mineur. Là, je pense que c'est une question d'un 20 $. Et bon, d'abord, je parlerai davantage d'un assassinat pur et simple, sauvage, gratuit, complètement raciste. Et ça m'a vraiment, Patrice, chaviré pendant des heures et des heures. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir là-dessus parce que j'ai l'impression de vivre, bon, je ne sais pas si je suis levé du mauvais pied ce matin, mais j'ai l'impression de vivre dans un monde d'absurdité complètement surchauffé, éclaté, raciste, exacerbé. Et je me demande si on est capable éventuellement de penser à un changement de paradigme. Est-ce que c'est utopique de penser qu'on peut révolutionner ce monde-là? Évidemment, en partant de soi, c'est d'évidence, mais en même temps, est-ce que qui va faire ce trajet-là? On parlait tantôt de cette marche que tu as effectuée, mais il y a une autre marche qu'on doit faire à l'intérieur de soi pour que ce monde-là puisse changer. Et c'est un monde dans lequel aussi on fait partie. Et j'ai envie de t'entendre parler là-dessus. En fait, tu parles de la marche, oui, mais il y a le mot démarche aussi. Donc, démarche intérieure. Des fois, on a tous une démarche extérieure aussi pour gagner sa vie, apprendre, aller à l'école et tout ça. Mais nécessairement, un jour ou l'autre, quand on est confronté à des épreuves, on rentre aussi dans une démarche où, en tout cas, on est invité à suivre une démarche et un engagement intérieur. Le coronavirus, la COVID, a exacerbé, amplifié ce qui était déjà là. Ça équivaut à soulever une planche et de voir tous les cloportes et les verres grouillés. Donc, il y a une mise en lumière de tout ce qui est là en termes de structure, de peur, de croyance, de fixation. Et la vie est essentiellement du mouvement. Quand on rentre dans toute la sphère de la peur qui était déjà là, mais qui est amplifiée par le virus, alors là, ça génère une suspicion, des interrogations, des résistances et des mécanismes de contrôle. Et tout ce qui relève de la domination, de l'autorité, du contrôle de l'extérieur, on ne parle même plus de l'intérieur, mais là, c'est fou parce que ce coronavirus-là nous amène collectivement dans un entonnoir et donc on parle de distanciation et pourtant on est collés les uns aux autres dans ces espèces de projections, d'intentions floues, on mélange beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a tout l'aspect de la survie aussi qui refait surface. Donc, tout le monde, c'est un peu comme lors du Boxing Day, là, quand tout le monde se jette sur le même produit parce qu'il est en rabais. Là, c'était le papier de toilette, le papier cul au début de la pandémie. Donc, c'est l'aspect, c'est le cerveau reptilien, là, le cerveau fou, je ne sais pas comment dire, instinctif, qui va se manifester. Alors, les gens n'ont plus aucun recul. Et dans le cas de cet homme-là, M. Floyd, qui a été assassiné, littéralement, ben ça met en lumière ce que la société américaine, entre autres, qui est extrêmement polarisée. Ça n'enlève rien au talent qu'on peut retrouver dans ce pays-là, mais c'est un pays où, d'une part, tu as Mickey Mouse, puis tu as 300 millions d'armes à feu. C'est complètement polarisé. C'est comme rarement au monde, je pense. Et là, ben, honnêtement, je vais être très honnête, je me demande même comment ça fait qu'il n'y a pas encore plus une guerre civile dans ce pays-là, qui est composée de plusieurs États. C'est immense et c'est un pays qui
qui est remis en question, dont l'autorité est remise en question, le rayonnement, à cause de la montée de la Chine et de l'Inde. Oui. Donc, c'est comme si l'échiquier mondial, individuel, collectif est complètement brassé. En fait, les structures initiales, les certitudes, les habitudes sont complètement secouées. Alors, c'est comme si tu tires le tapis sous les pieds de tout un chacun, puis là, il y en a qui tombent, il y en a qui chutent, il y en a qui vont se relever, il y en a qui vont se servir de cette situation-là pour reconsidérer leurs valeurs, leurs croyances. Mais oui, moi, je suis un idéaliste, mais je m'interroge sérieusement sur la suite des choses parce que l'être humain, malheureusement, adore les habitudes. Et comme disait André Brassard, le metteur en scène, pour bien des gens, vaut mieux un malheur qu'on connaît qu'un bonheur qu'on ne connaît pas. Mmh. Mais il faut aussi noter qu'on est dans un monde de désinformation. Oui. Même bon, tu parlais de Trump, le président des États-Unis, il veut même contrôler les médias, les réseaux sociaux, il incite à la violence. En tout cas, j'arrête de parler de lui. Il y a en Inde, même, bon, il y a toute la dynamique de l'Inde, mais il y a aussi ce qui peut sembler anodin, des singes qui s'emparent d'échantillons de tests sérologiques pour la COVID-19. Ah oui, ça je n'étais pas au courant de ça. Oui, c'est tout nouveau. C'est des singes qui ont dévalisé un soignant et ils ont pris les échantillons et ils en ont cassé. Donc, est-ce que ça va se propager? Bon, ben ça, c'est dans les si, on peut laisser tomber, mais on verra. Je vois qu'il émerge partout dans le monde des conspirationnistes. J'ai l'impression que finalement, je n'ai pas vraiment de questions à te poser parce que je suis complètement hébétée, abasourdie par ce monde-là. Et en même temps, parallèlement, il y a aussi les soignants. Il y a les personnes aimantes, il y a les personnes bienveillantes. C'est comme s'il y a un déséquilibre planétaire, humain aussi, humanitaire, mais il y a en même temps une tentative, ou je ne sais pas trop comment le mentionner, ce n'est pas une tentative, mais il y a d'un autre côté des gens qui semblent vouloir rééquilibrer ce déséquilibre. Oui, tout à fait. Tu parles d'équilibre, puis là, pour moi, c'est fondamental. C'est ce qui m'a animé, ce qui m'a permis de me sortir des troubles anxieux, ou en tout cas de cette polarité extrême. L'équilibre, il y a le mot libre dans le mot équilibre, et c'est un peu comme l'image qui me vient souvent, dont je parle en conférence, c'est celle du fil de ferriste ou du funambule qui, à force de chuter, de se relever, va se recentrer et cultiver l'équilibre, c'est-à-dire être au centre des trois axes latéral, horizontal et vertical. Et donc, l'équilibre implique une attention particulière et plus intérieure, une qualité de présence et d'attention. Donc, l'appui n'est pas extérieur, mais intérieur. Dans tout ce que l'on vit planétairement, évidemment, le regard que les gens portent sur la vie est amplifié. Alors, ceux et celles qui misent sur le contrôle ne sont pas dans la maîtrise, parce qu'il y a une différence fondamentale entre la maîtrise qui est intérieure, qui implique une attention et des expériences pour se recentrer, et un contrôle où est-ce qu'il n'y a absolument plus aucune maîtrise mentale, puis où l'autre ou l'extérieur devient la cause du malheur ou du bonheur de la personne concernée. Et dans tous ces enjeux-là, puisque je ne parle même plus de jeu, mais je parle d'enjeux, de contrôle et de perte de repères et de perte de pouvoir et tout ça, bien, c'est sûr qu'il y a toute une faune humaine qui se déploie, puis dont les croyances, les appartenances, les chapelles sont aussi diverses qu'il y a d'humanité, d'être humain, je veux dire. Puis là, actuellement, bien, c'est sûr mon Dieu, il y a toutes sortes d'informations ou de désinformations qui circulent. Mais par ailleurs, je dois dire, pour moi, la vie est un théâtre aussi. Et n'oublions pas qu'un théâtre n'est pas fait qu'une scène, que d'une scène, mais de coulisses également. Il ne faudrait pas... Oui, il y a la conspiration, des trucs comme ça, mais en même temps, il ne faut pas non plus se voiler la face en se disant que on peut tout lire au premier degré parce que les paradis fiscaux, ça existe, la corruption, ça existe, les abus, ça existe. On l'a vu au Québec dans certains cas, dans de multiples cas, l'abus qu'a commis la religion catholique envers les Autochtones ou les enfants, ou tout ça. Ça existe, ça aussi. C'était mis en lumière. Donc, il ne faut pas non plus être naïf et se dire, mais tout ce que l'on voit, c'est ça la réalité. La réalité est multiple aussi. Donc, soyons vigilants, alertes et soyons à l'écoute
de notre intuition. Et ton intuition, toi, elle te mène où? Parce que, bon, évidemment, il y a eu des énormes changements quand il y a eu l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré sur tout le territoire québécois. Mhm. Et est-ce que toi, Patrice, dans une situation qu'on n'a jamais vécue, est-ce que tu es parvenu à te donner des repères, à trouver en toi un lieu où te régénérer, ou si tu as vécu cette expérience-là au niveau professionnel et même personnel de manière difficile, on parlait d'enjeux tout à l'heure, est-ce que ça a été des défis pour toi? Euh, Cette situation de crise-là m'a permis de constater que j'étais très zen. Vraiment, là, parce que depuis le début, je n'ai pas paniqué. Au tout début de la pandémie, il y a eu des moments où je me suis senti assommé. J'ai eu même un moment où j'ai douté. J'ai dit, coudonc, est-ce que j'ai attrapé ce virus-là? Et pourtant, je ne suis absolument pas hypochondriaque. Je ne l'ai jamais été. Mais j'ai dit, ah, est-ce que je suis en train de somatiser? Mais ça a duré 2 jours. Ensuite, je me suis senti assommé. Il y a eu des moments de remise en question. Il y a eu des moments d'irritabilité, plus nombreux, je dois dire, des prises de bec avec mon conjoint. Pas majeur, mais il y en a eu. Puis maintenant, ça va, Parce que c'est rétabli. le confinement, c'est ça, à cause du Oui, confinement? oui, tout à fait. Il y a eu des moments. Et pourtant, je suis extrêmement privilégié parce que je vis à la campagne depuis 3 ans, au bord d'un lac sans moteur, Oui. avec un acre d'espace vert, une grande maison. Donc, il y a de l'espace et je dors bien, je mange bien, tout va bien. Évidemment, au niveau professionnel, tout est à l'arrêt. Mes contrats sont reportés en 2021-22. Y compris les conférences. Bon, il y a la PCU, la Prestation canadienne d'urgence, qui me donne un coup de main, puis on verra pour la suite. Je commence à faire des recherches et à penser à un plan B pour des revenus d'appoint pour la suite à partir de juillet. Est-ce qu'il y a une Euh, inquiétude, Patrice? Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ça? Plus... non, parce que j'ai quand même des outils, puis j'ai quand même des ressources. Là, tu sais, je ne pourrais pas vivre comme ça pendant 10 ans, là, pas du tout. Mais je ne suis pas inquiet. Par contre, c'est sûr que je ne resterai pas les bras croisés pendant 6 mois en me disant non, hier, par exemple, j'ai eu le flash pour un projet web que Oui. j'ai écrit spontanément. J'ai envoyé l'idée, le concept à la Sartec, la société qui protège les droits des auteurs. J'ai contacté une productrice à qui j'ai envoyé le projet. Et donc, je ne reste pas les bras croisés. J'ai commencé à faire des téléphones, des démarches, voilà, pour du boulot. Alors, puis j'ai fait le grand ménage de la maison de fond en comble, mais vraiment, là, c'est comme si j'ai tout visité, chaque tiroir. Donc, les choses sont à l'ordre, financièrement, de la maison, et ça, c'est bien. J'ai cette capacité-là quand même d'être à l'ordre et de ne pas laisser traîner les choses. Alors ça m'aide. Par ailleurs, je me questionne davantage sur, si on s'en est déjà parlé de multiples fois, sur le sens. Mais pas pour chercher à faire du sens extérieurement. Ce n'est pas cosmétique, ce n'est pas un emballage cadeau, ce n'est pas conceptuel, c'est davantage de retrouver ce qui m'anime vraiment, c'est-à-dire la direction initiale ou l'élan qui m'habite. Et ça met en lumière cette crise-là, à quel point il y a des choses qui ont été, mais qui n'ont plus lieu d'être. Mais je m'interroge littéralement sur ce que mon âme ou ce que ma nature souhaite pour la suite. C'est intéressant parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont justement profité de cette période de confinement pour réfléchir, pour redéfinir leur vie. D'autres ont trouvé des solutions de rechange, un peu comme toi, bon, tu places des pions. Il y en a qui sont partis ils ont quitté la ville, sont partis vivre en campagne. Notre ami commun, il n'est pas commun, mais Marcel Leboeuf, qui vend son sirop d'érable, qui va le porter chez les gens. Il y a beaucoup de possibles qui s'ouvrent qui pourrait être différent d'avant la pandémie et qui, en tout cas, je pense qu'il y a, tu parlais de sens tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire de fabriquer du sens, mais d'être juste en présence de ce qui est là et qui veut s'offrir à nous. Parfois, il y a des choses qui se passent, mais on est tellement séduit par ce qu'on fait déjà qu'on ne voit pas l'occasion de passer à autre chose. Tout à fait. Mais pour moi, parce qu'on s'en a déjà parlé, mais c'est intéressant de faire la distinction et de préciser ça. Pour moi, faire du sens, ça équivaut à maintenir ses échafaudages ou plus ultimement sa chrysalide. Donc, ses conditionnements et tout ça, ses repères initiaux, ses habitudes.
Alors pour moi, le sens profond ou la direction ou ce qui anime, c'est davantage on va appeler ça le papillon ou l'imago qui veut se déployer. Donc, il y a une quête ou un besoin, une nécessité de prendre de l'expansion ou d'explorer autre chose, ou d'aller vers l'inconnu. Si la quête de sens équivaut à fabriquer un nouveau connu ou un cocon sécurisant, bien, pour moi, c'est absurde. Ça devient absurde parce que c'est comme on dit au Québec, changer 4,30 sous pour une pièce. Ça veut dire, c'est juste faire, comment dire, déplacer de l'air. Alors que pour moi, ce passage-là, cette crise-là, en ce moment, à 59 ans, je me dis, OK, quelle est la suite des choses? J'ai pas peur de vieillir, j'ai pas peur de la mort non plus, mais pour la dernière portion de ma vie, le dernier tiers, je suis pas à la retraite, moi, donc je resterai pas là en train de... J'adore la nature, j'adore le ciel étoilé, j'adore méditer, me reposer, le silence, mais en même temps, j'ai besoin de créer, de rencontrer des gens. J'aime la solitude, mais j'aime rencontrer des gens. Alors, j'ai besoin que cette direction-là se précise et elle n'est pas si claire que ça. Je sais qu'il y a des couches plus profondes qui se manifestent en ce moment. Tu parles de silence. C'est peut-être la science du silence, je ne sais pas. Mais écoute, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et en même temps, quand la pandémie est arrivée, les gens se sont retrouvés en confinement et en distanciation sociale. Et beaucoup qui n'ont pas, qui sont beaucoup plus sociaux, qui sont beaucoup plus des gens qui rencontrent tout le temps, qui je n'ose pas le dire. Alors voilà, ces gens-là ont eu peur, je pense, du silence, Oui. de ce moment où on peut justement être avec soi-même. Bon, évidemment, il y a des gens comme toi qui vivent avec une autre personne, il y en a d'autres qui vivent avec des enfants, d'autres qui vivent seuls, et il y en a pour qui c'est peut-être plus facile d'entrer dans le silence. Mhm. Mais je pense que c'était une période qui était tellement propice à quelque chose que je vais dire qui peut sembler bon, un peu saugrenu, comme diraient les adolescents rapport, tu sais, que c'est quoi le rapport, mais c'est la spiritualité. Moi, j'appelle ça plutôt le monde du sacré. Et est-ce que toi, est-ce que toi, dans ta vie, il y a un espace comme ça où le silence peut entrer? Un silence, évidemment, qui n'est pas plein de bruit, mais un silence aussi qui t'amène à une part de toi qui est très sacrée. Est-ce qu'il y a des moments comme ça dans ta vie qui sont présents? Mais toute ma vie, en fait, depuis que je suis né, j'ai toujours été quelqu'un de contemplatif, d'actif, des fois d'agité. Bon, tout ça, j'ai été affolé, j'ai été dans l'ego, j'ai été dans le conflit, il y a tout ça. Mais en dessous, où ma nature profonde est très contemplative, j'aime beaucoup la nature, je m'identifie beaucoup aux animaux, à cette qualité de présence, la stature d'un arbre, le côté qui rayonne, qui est noble. Et pour moi, le sacré, justement, le spirituel, c'est le sacré, ce que les Autochtones, entre autres, sur toute la Terre, ont enseigné ou ont vécu, puis Et vivre malheureusement, encore. ils ont été dénaturés par les empires coloniaux et tout ça, ça aussi, c'était désacralisé. Alors qu'eux, ils étaient en lien, ils sont encore reliés au grand tout. Pour moi, ça, c'est fondamental parce que c'est sûr qu'on peut se séparer dans notre système de performance, de comparaison, de course folle vers l'accumulation compulsive. Ben, la séparation, la comparaison tient lieu de référence, d'estime de soi puis de valeur de soi. À un moment donné, ça devient absurde, puis on le voit dans un contexte comme celui qu'on vit. Mais pour moi, le besoin que j'ai ressenti, qui s'est fait très rapidement dans des conditions optimales, de quitter la ville, au centre-ville de Montréal. J'aimais la ville, mais ce besoin d'espace et de campagne s'est présenté de façon totale et absolument nécessaire. Et donc, j'ai pas de misère, moi, avec le silence, même si des fois, le petit hamster, la Oui. roulette tourne. Mais moi, du silence, pas de musique, rien, pas de télé, ça pose aucun problème pour moi. Et c'est nécessaire, c'est une façon de me ressourcer. Euh, le bruit m'exaspère, c'est-à-dire le meubler dans les restos, des fois, pour Oui, créer oui, de oui. l'ambiance. Quand c'est plaqué, quand ça, on veut m'imposer du divertissement, j'ai pas besoin de ça, moi. J'en ai pas besoin de ça. Tu parlais tout à l'heure des Autochtones. Tu sais que ma mère est autochtone Oui.
Mi'kmaq de Restigouche, Mi'kmaq. Euh, tu parlais de la nature, tu parlais des arbres, des animaux. Est-ce que tu es une nature animiste aussi? Est-ce que tu parles aux animaux? Est-ce que tu es en lien Oui, profond avec eux comme je le suis? oui. Je crois que oui, ça sent que ce soit, comment dire, oui, tu dis ça, je sais ce qu'est être animiste, mais absolument. Puis tout ce qui relève de l'âme, donc du grand tout, de tout ce qui nous relie, en fait, c'est cette espèce de rivière souterraine qui relie toutes les sphères de la nature, de l'existence. Alors, Parce que j'appelle ça aussi parce que l'âme est partout, finalement. L'esprit oui, est partout. l'esprit est partout. Puis pour moi, c'est d'avoir aussi les pieds dans les racines, les pieds au sol, enracinés, puis la tête dans les étoiles. C'est ce qui est tellurique. C'est le grand tout, c'est vertical pour moi, parce que c'est facile d'être horizontal. On vit dans un monde d'horizontalité, c'est-à-dire je dirais même des fois de superficialité. Donc, le mot le dit, superficiel, superficie, on couvre, on va être partout, on va patiner un peu partout, mais où est l'ancrage? Souvent, ça manque. Alors, c'est bien de se replanter, de se mettre les deux pieds dans le sol, puis la tête aussi dans les étoiles, mais et de respirer, puis de s'arrêter et d'écouter le mouvement intérieur également. Dans Mais l'horizontalité et la verticalité qui se croisent, il y a le oui, point de fuite. Et c'est dans ce point-là, dans ce milieu-là, dans ce centre-là, où on peut se retrouver un peu comme une tornade. C'est le centre, c'est dans l'œil de la tornade qu'on peut retrouver ce calme. le point zéro, l'œil du cyclone, peu importe le point de jonction, le point zéro, mais zéro, littéralement, c'est un espace qu'on retrouve dans le 9. Hein. Le 9, le chiffre 9, Oui. les chiffres sont de 0 à 9, puis les nombres au-delà de 10 et au-delà. Mais dans le 9, il y a un zéro en haut. Donc, c'est comme si il présente déjà ou il invite déjà à la suite où on retrouve le zéro, c'est-à-dire bien, dans la spirale à un autre niveau, le zéro. Donc, le zéro n'est jamais statique, mais c'est toujours un redéploiement sur des bases nouvelles. Donc, la spirale est ascendante, ou elle peut être descendante aussi, mais elle est toujours en mouvement. C'est formidable. Tu as une certaine passion, toi, pour l'astrologie, pour les La chiffres, numérologie. numérologie, d'accord. Ben, Mais l'astrologie, aussi, oui, l'astrologie, ça oui. m'amuse. Mais je ne suis pas collé là-dessus Mm. non plus. Mais la numérologie, davantage, parce que pour moi, tout ce qui est mathématique, c'est un peu comme la science aussi, la chimie, mais l'alchimie, la physique, mais la métaphysique. Donc, Mhm. c'est des degrés de lecture hautes. C'est un peu comme la musique. Hein. Pour moi, il y a une portée, mais tu as la clé de fa, de sol, la clé de ut. Donc, tu as différents niveaux. Et j'adore la musique pour ça parce qu'avec 7 notes, c'est un peu comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ben, tu peux faire des combinaisons et des représentations à l'infini. Donc, pour moi, c'est ça la divinité, c'est l'infini. Ce n'est pas un monsieur à barbe qui trône quelque part. Pour moi, la nature de l'existence est sacrée et infinie et elle est mathématique et numérologique, entre autres. On le voit dans différentes compositions, que ce soit la ruche des abeilles ou le nautile. Les Dans le, fractales. il y a des structures. Ouais. Il y a une cohésion, des squelettes, une ossature auquel se greffe la vie et le cœur qui bat. Donc, il y a des mouvements, des directions à tout ça. Patrice Cocro, Oui. on a été capable de passer une demi-heure ensemble sans Oui. être happé par des fous rires Que interminables. l'on a, des fois, c'est Pour ne pas dire incontrôlable. franchement. Ben oui. Moi, j'ai jamais autant ri qu'avec toi. Non, mais je sais, mais moi non plus. C'est complètement fou ce qu'on peut vivre. Je pense que des fois, on passe une heure au téléphone et une demi-heure à rire. Oui. C'est fou. Mais Oui. on a réussi un méga accomplissement dans cette entrevue-là parce que je dois vous dire que quand on fait des entrevues aussi à Radio VM, on a un technicien qui s'appelle Pierre de Gagné et qui est d'une patience inouïe avec nous parce que je ne sais pas d'où ça vient, Patrice, mais on a une complicité telle qu'à un moment donné, on a juste à se regarder et le fou rire, mais Dieu sait pourquoi. C'est On- tout ben un petit bafouillement, une petite hésitation, un regard. Et c'est comme si on lisait, on scannait les multiples émotions, points de fuite, en fait, peu importe comment c'est comme si on était transparents l'un pour l'autre. Et
ben, cette fois-là, qui est dans les annales des fous rires, là, pour moi, c'est avec Pierre de Gagné, puis mais rire comme ça, puis pour moi, ce qui est très bon dans ça m'est arrivé avec d'autres personnes aussi, c'est littéralement comme un massage de l'âme. Il y a une liberté, puis il y a oh mon Dieu, c'est un élan du cœur, ce n'est que du bon. C'est du bon, c'est du bonbon, c'est tout ça. Merci, Patrice. Je suis très, très contente de notre entrevue aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi en ondes ou pas. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours très généreux de ta part. C'est bon succès. En fait, je ne doute même pas que ce sera un succès. Et comme ce sera sur YouTube, je Oui, salue nos cousins français et tous les gens de la francophonie qui vont écouter, et même les autres comment dire, qui apprennent le français et tout ça. Donc, oui, voilà. oui, tout à fait. La semaine prochaine, Patrice, je vais recevoir le docteur Thierry Johnson. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un autre ami très cher. C'est un chirurgien qui est devenu psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des patients qui sont atteints de maladies physiques. Du jour au lendemain, il est rentré travailler le matin. euh, il a eu cette idée folle, mais extraordinaire, de dire c'est fini. Je ne travaille plus dans des conditions comme telles. Et il est parti. Il a plus des gens l'ont traité de fou, on l'a traité de tout ce qu'on veut. Et Mhm. aujourd'hui, c'est une sommité. C'est un grand conférencier, c'est une personne vraiment extraordinaire. Alors, je t'invite la semaine prochaine et tous les auditeurs, téléspectateurs, je ne sais plus comment les nommer, d'être à l'écoute. Ça va être évidemment extraordinaire. Il a écrit aussi de nombreux livres à lire. Oui, mon cher, je sens que tu veux dire quelque chose. Petite parenthèse, Oui, par rapport à tous les états que l'on peut vivre en ce moment dans cette crise de pandémie, cette distanciation-là, je suggère aux gens d'aller lire du côté d'Elisabeth Kubler-Ross, qui a Kubler-Ross. été c'est une psychothérapeute, je crois, une psychanalyste qui est décédée maintenant, une Américaine, qui a établi un protocole par rapport au deuil, à la mort, une situation critique de perte d'un être cher ou une perte d'emploi. Donc, les états liés à la colère, la négociation, Tristesse. l'acceptation. En fait, il y a différentes étapes liées à ça. Et j'invite les gens à aller lire ce qu'a écrit Elisabeth Kubler-Ross. Ça va leur donner des repères et ils vont se rendre compte qu'ils sont tout à fait normaux dans ce processus de lâcher prise et de transformation. Et ce qui est important de mentionner, c'est que ces étapes-là qu'elle a établies sont interchangeables. C'est-à-dire que c'est sûr qu'au départ, on est en état de choc, par exemple, quand on a appris la pandémie, qu'on devait tous être confinés avec une distanciation de 2 mètres, etc. Mais il peut y avoir la colère, après la tristesse, mais après revenir à la colère et après le déni, parce que le déni fait partie aussi de ces étapes de Elisabeth Kubler-Ross. Oui, Mais c'est des allers-retours dans toutes ces étapes-là. Donc, c'est normal. C'est pas linéaire, hein, absolument pas. non, c'est pas linéaire. Ben, merci, mon très cher Patrice Cocro. C'est donc un rendez-vous. Je pense que ça va être les mercredis. Je ne sais pas, là, je dis ça comme ça, mais je pense que ça va être le mercredi prochain aux belles rencontres de Marie-Lou Brousseau. Bonne semaine. Merci. Bye. Bye.